Bonjour. Et la Chine s'est éveillée, deuxième vidéo consacrée aux échecs chinois. La Chine, qu'on peut presque dire comme étant la meilleure nation du monde sur le plan échiquien, en tout cas quand on associe les hommes et les femmes. Donc après avoir analysé la partie, j'allais dire, qui a fait par les échecs chinois entre euh, Liu Wenze et Donner, et bien voici une partie de la première championne chinoise, championne du monde chinoise, c'est Xie Yung, qui a été championne du monde euh, à l'âge de 21 ans en 1991, jusqu'en 1996 où elle a été nettement battue par Suzanne Polgard, puis elle a récupéré son titre entre 1999 et 2001. Et Xie Yung est actuellement président de la fédération d'échecs chinoise. Donc c'est, on va dire, une pionnière dans la domination de la Chine sur les échecs féminins, puisqu'il y a eu d'autres championnes chinoises. Il y a eu Zhu Shen, qui est aujourd'hui, je crois, de nationalité qatari. Il y a Xu Yua, si je ne me trompe pas. Et il y a eu Wu Yifan, également la meilleure joueuse du monde actuelle et la plus jeune championne du monde de l'histoire. Et d'ailleurs, la plus jeune détentrice du titre mondial senior, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, parce qu'elle a été à 16 ans. Et puis, plus récemment, Tang Zongqi et Wen Junju. Alors, évidemment, ma maîtrise du chinois est assez incertaine, donc si je me trompe dans la façon de prononcer, je m'en excuse. Donc Xie Yung a été la première grande championne du monde des échecs chinois. Et c'est d'ailleurs ce qui est intéressant, qui serait analysé, c'est pourquoi les joueuses chinoises ont émergé plus vite que leurs homologues masculins, en tout cas pour le très haut niveau. Alors est-ce que c'est dû au fait que, évidemment, le niveau étant plus faible chez les femmes, c'était entre guillemets plus facile, plus accessible de faire émerger des joueuses, ou aussi peut-être l'affirmation de ces joueuses, on le sait, dans une société chinoise qui est très, euh, j'allais dire, très masculine, en tout cas où la vision de la femme est quand même assez peu égalitariste. Et bien peut-être que justement le travail, en tout cas l'affirmation de joueuses, en tout cas s'inscrit dans la volonté d'affirmer évidemment les femmes comme les égales des hommes. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, ce sont les Chinoises qui ont connu le plus de succès, ainsi championnes du monde. Voilà, avec des formules diverses. C'est vrai que aussi le problème des échecs féminins, c'est le manque d'argent et le manque de reconnaissance. Donc, on a eu pendant longtemps évidemment des matchs qui se déroulaient dans l'anonymat le plus complet, malgré d'ailleurs voilà, les sœurs Polgard, mais Judith Polgard n'a jamais voulu participer à des compétitions féminines et de fait évidemment ça n'a pas contribué euh, à l'essor des échecs féminins en général. Que l'on parle d'elle, oui bien sûr, mais en tout cas ensuite on est sur des formats maintenant qui sont des formats mixtes, soit sous forme de tournoi, soit sous forme de match, soit sous forme de tournoi donc à élimination directe. Donc voilà, on va revenir sur Xie Yung, et la partie s'est disputée à l'été 1994 lors d'un tournoi qui se déroulait chaque année. C'était le tournoi, un match qui opposait une sélection de joueuses à une sélection de vétérans, hein, souvent des légendes du jeu d'échecs qui sont plus cinquantenaires, soixantenaires. Et notamment dans ce tournoi qui avait lieu en 94, il y avait Vassili Smyslov qui a gagné le tournoi, Boris Spassky et Bent Larsen qui est l'adversaire de Xie Yung. Et la partie se déroule à la première ronde, hein. Ce tournoi d'ailleurs était organisé par un milliardaire hollandais qui s'appelle Joop van Oosterom, qui était aussi connu pour avoir organisé ces tournois rapides et aveugles, qui était le Melody Amber, du nom de sa fille, qui a duré, je crois, 18 ou 20 ans, hein, voilà, donc qui était un tournoi qui avait lieu comme je dirais, au mois de mars-avril à peu près de chaque année. Donc Xie Yung a les blancs, Larsen a les noirs.
On va analyser cette partie qui tranche un peu avec le style de la chinoise, qui était un style très agressif, notamment avec les pièces noires. Je me souviens que lorsqu'elle affronta en 1994 pardon, euh, Nana Yoselani, qui d'ailleurs avait éliminé en match des candidats Suzanne Polgar sur un tirage au sort, puisque les deux joueuses étaient à égalité parfaite. Eh bien, Yoselani a été littéralement pulvérisé hein, dans un match prévu en 16 parties. Ça avait duré 11 parties. Xie Young a gagné 7 victoires à 1 et 3 nuls. Et elle avait gagné 5 fois avec les pièces noires, hein, notamment sur les Est indiennes qui avaient été une véritable boucherie. Bon. Donc la partie est terminée. On va tout de suite s'intéresser à la partie. Donc Xie Young joue E4 et Larsen joue G6. Il joue à défense moderne, ce qui n'a rien de surprenant pour le champion danois qui a toujours aimé sortir des sentiers battus. Faut pas oublier qu'il a battu Karpov avec les Noirs en jouant une Scandinave. Karpov en 1980, donc c'est-à-dire le Karpov de la grande époque. D4, fou G7, cavalier C3, C6, cavalier F3. Là, la moderne, elle se joue quand on joue D5. Voilà, bon, c'est une forme de un peu de carocane avec le fou en G7, mais c'est la moderne. Sauf que Larsen préfère jouer D7, D6, qui est aussi une autre forme de moderne, euh, en retardant la sortie du cavalier F6. Et après H3, par contre, après cavalier F6, on retombe dans la défense Pirc, où les blancs ont choisi un système classique, cavalier F3, et en jouant H3 très vite d'ailleurs pour installer le fou en E3, et pour éviter des coups comme cavalier G4, ou fou G4 d'ailleurs. Donc et là, sur C6, les noirs préparent la contre-attaque en B5 hein, pour faire pression contre 4. A4, donc qui empêche B5, petit roc, fou E3, cavalier BD7. Donc là, on est dans un système effectivement de Pirc. Alors moi, je l'ai joué un petit peu quand j'ai commencé, voilà, parce que j'ai pas eu de très bons résultats. Non pas parce que j'avais de mauvaises positions d'ouverture, mais je ne savais pas les jouer. La Pirc, aujourd'hui, est une ouverture qui n'est pas considérée à très haut niveau. Les blancs arrivent à avoir un petit avantage durable sans forcément jouer des grandes lignes. Maintenant, évidemment, les noirs peuvent aussi avoir leur chance et donc évidemment, si on veut jouer de manière dissymétrique, si on veut arriver un peu à déstabiliser son adversaire, ben, on peut jouer cette ouverture qui évidemment ressemble à la défense est-indienne. Fou E2, E5. Donc là, à vrai dire, par ordre de coup, on est arrivé à des positions standards dans cette ouverture. D prend E5, D prend E5. Bon, voilà. Alors on pourrait dire qu'on peut prendre un cavalier en E5, mais bon, après petit roc, il peut y avoir la pression contre D6. C'est quelque chose qui est récurrent dans ce type de position. Et ce qui peut être peut-être plus gênant dans cette position que dans une est indienne où vous avez le pion en C4, et généralement vous mettez le fou en G2, c'est que les, les blancs ont peut-être, je crois, ont tout simplement perdu moins de temps pour pouvoir préparer leur manœuvre. En tout cas aussi, ils n'ont pas de faiblesse comme en C4. Voilà. Donc D prend E5, petit roc. Alors là, il y a d'autres coups possibles. On peut jouer cavalier D2. Euh, cavalier D2. Et après Dame E7, KIC4, tour D8, on peut jouer peut-être, enfin l'ordinateur lui aime bien jouer cavalier E8. Ou on peut jouer aussi Dame D6, qui occupe carrément la case D6 et qui empêche Dame E7 ou Dame C7. Bon, voilà, alors cavalier E8, évidemment, il y a Dame D2, et en fait, les blancs euh, vont, vont peut-être perdre un temps, mais le cavalier E8 n'est pas très bien placé. Donc, si on joue par exemple tour E8, fou C4, fou F8, Dame D3, là il peut y avoir le coup cavalier G5 qui peut être gênant. Bon, voilà. Après, j'allais dire, ce genre de position, il n'y a que les ordinateurs qui peuvent trouver ça jouable. Enfin, le coup petit roc, évidemment, n'a absolument rien de condamnable. Hein, voilà, on continue le développement. Dame 7.
et dame D3. Donc ici, l'idée de dame D3, c'est à la fois de libérer la case D1 pour la tour, mais aussi d'installer la dame en C4, où elle sera placée de manière plus active. On voit quand même que les blancs ont un avantage d'espace qui est assez sensible, et les noirs vont devoir quand même jouer précisément pour égaliser. C'est un petit peu le problème de cette, ouverture, c'est qu'il faut accepter, ce manque d'espace. Alors, ici par exemple, si les noirs jouent cavalier C5, les blancs jouent dame C4. Donc ils attaquent d'ailleurs le cavalier, et ensuite ils peuvent jouer B4. Voilà. Ce qui fait qu'ils vont avoir un gros avantage d'espace, et que les pièces noires vont avoir du mal à se, à se dégager. Peut-être que dans cette position, on peut tenter cavalier H5 avec l'idée de pousser F5 cette fois-ci, qui est thématique. Mais bon, voilà. Est-ce que ça va permettre aux noirs d'égaliser? C'est pas évident. Je pense que de toute façon, les blancs conservent un avantage, au moins un petit avantage. Là, l'idée de Larsen qu'il exécute, c'est d'empêcher B4 et il joue A5. Donc là, il veut se dire A5. Donc justement pour empêcher, pour essayer aussi de prendre un petit peu d'air, un peu d'espace, pour éviter l'étouffement. Bon, après dame C4, il y a tour E8, tour FD1, H6. Alors H6, ça contrôle G5, mais l'idée de Larsen, c'est puisqu'il ne peut pas jouer cavalier C5, parce qu'il va jouer cavalier F8, le tout étant ensuite de jouer fou E6, et de développer les pièces. Si Larsen arrive à jouer un coup comme fou E6, à mon avis, les noirs auront quand même égalisé, en tout cas ils auront réduit l'avantage blanc au minimum. Parce que quand même il n'y a pas assez de faiblesse pour l'exploiter. L'idée d'H6 c'est évidemment d'empêcher toute pièce d'aller en G5. Donc voilà, alors je vais enlever le fou, etc. ici. Mais le problème c'est que Larsen va se retrouver en phase de difficulté. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut jouer fou F8? L'ordinateur propose fou F8 avec l'idée cavalier D2, cavalier C5, puisque l'idée de fou F8 c'est de renforcer le contrôle de la case C5 et de jouer cavalier C5. Alors ça paraît artificiel, mais c'est peut-être la meilleure solution parce que les blancs vont avoir un petit problème aussi, c'est fou E6. Alors et fou E6, alors fou E6 ça va forcer quasiment l'échange en C5, et les noirs vont récupérer au moins la paire de fous, en tout cas le fou de case noire. C'est peut-être c'est ça l'idée. Est-ce qu'aujourd'hui on jouerait ce genre de coup? C'est possible hein, parce qu'on est très pratique, mais évidemment il faut accepter ce genre de choses. Bon, H6, cavalier D2, cavalier H7. Alors, Larsen en fait change d'idée. Change d'idée, en tout cas, peut-être avec la même intention, mais il change d'idée un petit peu, et c'est pas une très bonne idée. Enfin, c'est pas, en tout cas, changer d'idée comme ça, il faut faire très attention. Euh, Peut-être effectivement, il pense qu'après cavalier F8, il y a fou C5, dame C7, dame D3, B6, fou D6, dame A7, dame E3. C'est vrai qu'il y a une pression qui est assez forte, et la menace cavalier C4 est quand même pas très agréable. C'est certain. Sur dame B4, par exemple, qui peut être une des idées de A5, ben on joue dame A2. Et après, l'idée c'est de jouer fou C4. Après, cavalier F8, fou C4, fou E6, fou prend, cavalier C4. Là, attention, on vise les cases B6 et D6. L'inconvénient de A5, j'en ai pas parlé, mais c'est la case B6 qui est affaiblie. Et après cavalier H7, cavalier D6, tour E7, dame C4. Et là, on va échanger les dames, ce qui en fait va permettre au cavalier d'être replacé sur une bonne case en C4 qui pourra aller en B6, et d'ailleurs en B6 avec le fou pour viser A5. Donc là, Larsen peut-être s'aperçoit que son idée n'est pas si bonne que ça,
En tout cas, dans la façon qu'il veut la réaliser. Mais il joue cavalier H5. Dame B3. Donc si Young, elle veut jouer fou C4, elle veut ou jouer cavalier C4, elle libère la case C4, cavalier G5, cavalier C4. Là, ici, on voit bien que les cases D6 et B6 sont des objectifs pour les blancs. Et si vous avez un cavalier sur une de ces deux cases, il va être très dominant. Hein, voilà, donc c'est un souci. Et Larsen, en fait, a sans doute bien vu ça. Il a mis le cavalier. En fait, il imagine un regroupement pour essayer à la fois euh, d'empêcher tout ça, mais il va se tromper sur le plan tactique. Il joue cavalier C5, un coup que l'on aurait joué hein, pour une grande partie d'entre nous, mais ce coup va s'avérer une erreur. En fait, si Larsen avait bien vu la situation sur le plan tactique, il aurait joué cavalier E6 avec l'idée cavalier D6, cavalier D4, fou prend, cavalier prend 8, dame prend 8, cavalier B1, dame prend 4, fou D3. Alors ici, les blancs ont gagné la qualité, mais les noirs ont récupéré un pion au passage, mais ils ont quand même encore des bonnes chances de lutter parce que la position reste encore fermée pour les tours. Le pion D4 est d'ailleurs assez gênant hein, pour les blancs parce que il empêche la sortie du cavalier en B1 en C3, alors il pourra aller en D2, mais il peut gêner également. Et puis les noirs peuvent avoir la paire de fous qui peut être utile. Et encore une fois, la position, enfin en tout cas le manque d'ouverture de ligne, puisqu'il n'y a qu'une colonne ouverte, fait que pour l'instant l'avantage matériel, qui est léger, n'est pas encore un avantage décisif. Surtout que les noirs ont un fou de case noire qui peut être utile sur la grande diagonale, mais peut-être aussi, qui sait, peut servir contre le roi blanc avec un dame E5 fou E5 et dame F4, ou plutôt dame F4 et fou E5, voilà, qui peut avoir des choses intéressantes. Donc il y a sans doute évidemment des choses à faire. En tout cas, c'est la meilleure défense pour les noirs. Les blancs conservent encore un avantage parce qu'ils ont l'avantage matériel et qu'il y a quand même encore quelques faiblesses du côté adverse, mais les noirs peuvent continuer la partie. Parce que là, nous sommes au 16e coup, et il faut être honnête, la partie ne dure qu'une quinzaine de coups. Ça va très vite. Alors, dame A3, cavalier C5 E6, dame prend E7, tour prend E7. Cavalier B6. Donc là, le cavalier arrive sur la case. Voilà, le fou C8 peut pas sortir. La tour A8 est confinée à la défense du fou C8. Donc là, vous voyez que ce cavalier, en fait, il paralyse deux pièces. Donc il est dominateur. Et sur le plan stratégique, les blancs sont probablement gagnants. Voilà. Tour B8 forcé, et là, fou G4. Là, un petit coup très fort, c'est un coup de grand maître, c'est un coup de technique. Parce que fou G4, en fait, joue sur le motif du clouage. Pourquoi? Parce que si le cavalier 6 s'en va, le fou est perdu. Et les blancs, en fait, renforcent, activent leurs pièces et créent de nouvelles menaces qui paralysent les noirs un petit peu plus à chaque fois. Par exemple, sur H5, qui est la réponse radicale, ben on joue cavalier prend C8, tour prend C8 forcé, fou prend G5. Et là, on a gagné une pièce, parce que sur cavalier prend G5, il y a fou prend C8. Donc voilà comment, tactiquement, on justifie fou G4. En tout cas, d'une manière simple. Tour E8. Donc là, évidemment, là on peut jouer H5. Et ici, les blancs sont confrontés à un choix, c'est comment exploiter la situation. Alors, on pourrait tenter d'envahir la 7ème rangée en jouant cavalier prend C8, tour prend C8, fou prend G5. Alors pourquoi pas tour D7? Parce qu'il y a cavalier D4 qui contre-attaque en C2, mais aussi il y a l'idée F7, F5. Et là, cette idée va repousser le fou. Et si on joue tour prend B7, ben on peut jouer tour B8,
Donc avec du contre-jeu sur l'aile dame, parce que vous voyez que la tour vise une colonne qui s'ouvre, B2 et C2 sont des cibles. Donc c'est pas forcément une très bonne idée. Alors on peut jouer fou prend G5, en sachant que cavalier prend G5 marche pas, H prend G5. Sur tour D7, on joue cavalier C5 et on repousse en fait la tour. Donc il faut jouer fou prend E6, tour prend E6, tour D7. Là on a le sentiment que les blancs effectivement ont un avantage, mais en tout cas oui la tour est bien placée, mais les noirs ont quand même des chances de nul dans cette position. En tout cas c'est bien meilleur. Donc ça c'était une possibilité, mais les noirs peuvent lutter. La partie n'est pas encore évidemment décidée. D'ailleurs, voilà, peut-être qu'on joue tour E8, tour B7, tour B8. Hein, peut-être que ça c'est une solution. Hein, si on joue tour B8, peut-être que ça tient, même si c'est très passif, et on peut, pourquoi pas, essayer d'envisager de jouer B5, si évidemment on nous le permet. Évidemment, B5 ici coûte un pion. Et puis B5 peut être dangereux parce que quand même, après l'échange, il y a case D5 qui est disponible pour le cavalier. Mais bon, les noirs serrent les fesses, mais ils s'accrochent. Il y a aussi une autre option, c'est de jouer H4, après cavalier H7, cavalier prend C8, tour prend C8, fou B6, et là on contrôle la case D8 qui empêche par exemple de jouer tour D8, tour A8, parce que quand même le pion A5 est attaqué, tour D7 qui a des 4 fou D1. Voilà, alors là la position blanche est nettement meilleure, mais quand même on voit que le fou en D1 il est passif, le cavalier D4 a un certain rôle. Mais c'est clair que la position est plus agréable à jouer. Peut-être d'ailleurs que les noirs n'ont rien de mieux que de sacrifier le pion B7 pour échanger les tours et espérer avoir du contre-jeu sur la colonne B1. Puisque si on joue par exemple cavalier F6, tour prend B7, tour B8, tour B8, tour prend B8, tour prend B8, fou prend A5, tour prend B2. Bon, c'est peut-être la pointe, en sachant quand même que le pion en A4 est très dangereux. Mais attention, attention quand même à un certain nombre de choses, notamment sur le pion C2 qui est attaqué, sur éventuellement du contre-jeu possible. Si on joue fou C7, par exemple, on peut peut-être jouer cavalier E8. Et là, le fou, où est-ce qu'il va? Il va en A5 ou en D8. S'il joue en D8, alors là, ça peut être quelque chose d'intéressant. Peut-être qu'il peut jouer en B6, A5, cavalier B5. Et après, cavalier prend. Peut-être que fou B6, parce que sur A6, il y a cavalier A7. A6, cavalier A7. Là, en fait, les noirs arrivent à bloquer le pion et ils peuvent jouer éventuellement un coup comme préparer fou F8 ou quelque chose comme ça. S'ils jouent fou B6, c'est peut-être meilleur. Enfin, c'est une ligne possible, hein, bien entendu. Fou D1, peut-être qu'il faut jouer cavalier F8, qui est plus simple. Tour B7, tour B8, tour prend, fou prend A5, tour prend B2. Si on joue fou C7, eh bien peut-être qu'on peut jouer. Alors est-ce qu'on peut jouer cavalier E6 sur fou D6? Peut-être cavalier D8, bien que A5 quand même soit dangereux, parce qu'après cavalier B7 il y a A6. Alors peut-être que c'est gagnant, hein, voilà, bon. Mais bon, j'avoue que j'ai pas examiné la position sur ordinateur, mais c'était une possibilité. Voilà. On va revenir dans cette position, donc c'est pour dire qu'évidemment les blancs ont plein de choix, mais Xie Yung a choisi une solution peut-être plus simple techniquement, c'est fou prend G5, voilà, fou prend G5,
en sachant que cavalier prend G5 n'est pas possible, il y a H prend G5. Voilà, donc là il y a des pions doublés, ça empêche d'ailleurs le coup H6, H5 qui pouvait menacer, n'est plus possible. Et là, Xie Yung va trouver un très bon plan. Euh, Cavalier B1. En fait, Xie Yung trouve le plan parce que les noirs en ont un autre, c'est celui d'échanger le cavalier B6 en jouant fou F8 et fou C5. Et donc là, Xie Yung se prépare à faire le relais des cavaliers. Fou F8, cavalier D2, fou C5, cavalier C4. Voilà. Si, alors, Larsen a échangé en B6, mais s'il avait joué tour F8, pour essayer de jouer F5, bien il aurait pris cavalier prend C8, sur tour prend C8, fou prend, F prend, tour D2, hein, parce qu'il y a quand même la menace contre F2, et là on est dans une position qui est quand même stratégiquement gagnante, parce que vous voyez quand même l'état des pions de Larsen, avec une paire de pions doublés, qui sont quasiment, enfin le pion E5 est indéfendable, en plus, le fou en fait il sert pas à grand chose, en tout cas il n'est pas très efficace. Et le cavalier C4 lui est énorme, il vise A5, il vise E5, et puis en plus il a un œil sur B6 et D6, encore une fois. Donc sur tour F8, cavalier prend C8, on joue le coup intermédiaire F5, mais après fou prend, cavalier D6. Là, on a un pion de plus et on a une position écrasante. Par exemple, si on joue F prend, cavalier prend, tour F4. Bon, on peut jouer cavalier prend C5, mais on peut jouer tour 1 de manière assez tranquille, avec un cavalier en E4 qui est énorme, et qui fait que le pion E5 en fait est perdu aussi, parce qu'il y a l'autre cavalier qui est là. Les blancs, avec cette tour, protègent le cavalier E4 qui défend F2, et donc là, la position elle est évidemment perdu. Donc Larsen échange en B6. Voilà. Cavalier prend B6, roi F8. Il essaye de colmater les brèches, mais en doublant les tours, tour D2, roi E7, tour D1, tour F8, c'est pas possible. Là, l'idée de Larsen, c'est de jouer F5. Et c'est vrai que peut-être après F5, il peut retarder l'échéance, il peut jouer éventuellement tour D8. Hein, pour essayer de. Après F5, il ne met plus la pression. En tout cas, il ne subit plus la pression contre le cavalier E6, donc ça permet de jouer tour D8. Mais là, évidemment, après cavalier prend C8, échec, tour prend C8, tour D7, la tour arrive sur la 7ème rangée. Alors sur roi F8, bah là, on échange et on joue tour H7, et là, on est dans une position sans espoir. Voilà, avec des blancs qui ont une tour sur la 7ème, avec une structure de pion noir qui est complète, qui est pourrie, il faut quand même le dire. Donc là, ça gagne, hein, ça gagne, j'allais dire sans problème. Une question de technique relativement simple, en tout cas très simple à ce niveau. Larsen joue roi F6, et là, Xie Yung joue fou prend E6. Alors sur roi prend E6, évidemment, il y a un petit souci, c'est qu'il y a échec et mat en D6. Donc il joue F prend E6. Et maintenant, donc, ça rejoint la finale qu'on a évoquée à l'instant. Comment les blancs continuent? Alors là, vous pouvez tester vos qualités en réfléchissant. Vous appuyez sur la touche pause de votre lecteur et vous réfléchissez. Bon, là, ce qu'on voit quand même, c'est que le roi noir n'est pas très bien, et que si on arrivait à mettre une tour en F3, eh bien c'est échec et mat. Et si on joue tour D3 maintenant, c'est la première idée, on dit c'est imparable. Sauf que les noirs jouent G4. Et en fait, en donnant un pion, ils se donnent de l'air en allant occuper la case G5, et le combat continue encore. Donc il faut empêcher G4. Bah, comment on le fait? On joue G2, G4. Et là, eh bien évidemment, la menace tour D1, D3 est beaucoup trop forte. En tout cas, elle est imparable. Donc les noirs en fait doivent abandonner une tour, doivent jouer tour D8. Évidemment, ça signifie l'abandon pour Larsen. Voilà. Donc une partie gagnée de manière très technique de la part de Xie Yung, qui était
championne du monde à l'époque, et donc voilà, qui montre tout simplement le talent d'une des meilleures joueuses de l'histoire des échecs, et aussi évidemment une pionnière dans l'histoire de la Chine. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et on se retrouve pour une troisième vidéo consacrée aux échecs chinois.